J'espère que tout va pour le mieux de votre côté, que vous soyez en forme car ce qui arrive risque de secouer un peu. Le dossier Christophe Guèze n'a pas fini de faire jaser et il va sans doute jeter encore plus d'huile sur le feu déjà brûlant entre Alger et Paris. Parler de réconciliation dans ce climat, une douce illusion, une utopie même. Tant que Tebboune s'accroche à ses petites manigances, toute tentative d'apaisement est condamnée à l'échec. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est du marchandage pur et simple. Le président algérien a fait du chantage un art politique. Et ça, il faut avoir le courage de le dire haut et fort, c'est la triste réalité. Si Christophe Guèze croupit toujours en cellule, ce n'est pas par hasard ni pour la beauté du droit. Non, il est gardé comme un pion qu'on garde sous le coude, prêt à être échangé dès qu'une occasion juteuse se présente. Un otage en costume coincé dans un bras de fer diplomatique utilisé pour faire pression sur Paris dans une série de dossiers épineux. Mais attention à ne pas se laisser berner, les tensions entre la France et l'Algérie n'ont pas émergé hier, et surtout pas uniquement à cause des rodomontades de quelques figures politiques françaises, anti-algériennes, ou du vacarme de l'extrême droite. Depuis l'ère Tebboune, notamment à partir de 2023, c'est un tout autre poison qui gangrène les relations bilatérales. Certes, certains en France s'agitent pour remettre en question des accords bien en place, comme celui de 1968, ou les conditions d'octroi de visa ou même les avantages dont bénéficient des hauts responsables algériens et leur entourage sur le sol français. Mais prétendre que c'est ça le cœur du problème, c'est raconter un conte pour enfants. Ce ne sont que des rideaux de fumée. Depuis toujours, des réseaux hostiles à l'Algérie existent dans les coulisses parisiennes, anciens coloniaux nostalgiques, partisans d'une coupure franche, adeptes d'une diplomatie glaciale. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'usage qu'Alger fait de ces vieilles rancunes pour justifier une stratégie bien plus calculée et cynique. Pendant des décennies, disons un bon demi-siècle, l'Algérie et la France ont su entretenir des relations solides, parfois même stratégiques, malgré les turbulences. Et pourtant, aujourd'hui, tout semble s'effondrer. Pourquoi ? Parce que Abdelmadjid Tebboune traîne derrière lui un cortège de casseroles qui lui collent à la peau. Des affaires lourdes comme du plomb qui l'incriminent personnellement. Prenez le cas Amel Dizi, par exemple. Une affaire brûlante, embarrassante. Je m'étais abstenu d'en parler par espoir. Oui, j'espérais encore qu'il allait redresser la barre, retrouver un semblant de raison, poursuivre la démarche de détente qu'il avait timidement entamée après la libération de Boualem Sansal. Mais non, je ne voulais pas jeter de l'essence sur un feu déjà trop vif. Vraiment, je m'y suis refusé. Parce que ce régime, il faut bien le dire, a sombré dans une logique cynique digne des manuels de Machiavel. À chaque mesure liberticide, chaque vague de répression, il dégaine les mêmes excuses. « Ah, mais vous avez vu ce qu'a dit Abdemar en France ? C'est la faute à Mohamed Sifa. » Et ce Derkor, il n'a pas arrangé les choses non plus. Toujours une bonne tête de Turc à montrer du doigt. Toujours un alibi pour justifier l'injustifiable. Alors voilà. Quand M. Tebboune est contrarié, il ne compose pas une symphonie de paix. Non. Il sort la matraque, fait parler les menottes et s'installe confortablement dans l'autoritarisme. Pourtant, dans l'affaire Christophe Guèze, soyons honnêtes, tout le monde a mis des gants. On l'a traité avec douceur. Oui, on l'a préservé. La famille de Guèze silencieuse, les avocats modérés, les amis discrets, les médias français apaisés. Même les comités de soutien ont tourné le volume au minimum. J'en ai parlé avec des collègues du Figaro du Monde. Tous m'ont confié parfois à demi-mot, parfois clairement. On a levé le pied Abdou. On a même fait des réunions pour en parler. Certains ont consulté des gens de l'Élysée. Bref, on a décidé de temporiser. Le raisonnement était simple, ce dirigeant-là, il est susceptible comme un volcan et 2 fois plus dangereux. Alors tant qu'un citoyen français reste enfermé chez lui, mieux vaut la jouer profil bas. Du coup, les critiques contre Alger, ses officiels et son chef ont été mises en sourdine. On a même freiné la publication d'articles qui risquaient de froisser le palais présidentiel d'Alger. Et tout ça, c'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ensuite, depuis la libération de Guèze, silence radio. Comme si tout le monde avait avalé sa langue. Bruno Retailleau n'a ouvert la bouche qu'une seule fois pour se justifier presque par obligation.
Boualem Sansal lui joue à cache-cache avec ses mots parfois doux comme un ange, parfois acérés comme une lame. Il est entier impossible à contenir. On ne le dirige pas, on ne le canalise pas. Il frappe fort quand il veut frapper, il caresse quand il veut caresser. C'est lui, point final. Et pendant tout ce temps, dans les grands médias français, parmi les partis politiques, les mouvements et les cercles influents, personne n'a vraiment rappelé les limites. On a observé une sorte de trêve tacite neutralité-distance, retenue face à toute critique de Tebboune. Pourtant, malgré ce silence poli et cette prudence générale, Christophe n'a pas retrouvé sa liberté. Pourquoi ? Parce que la décision ne dépendait que d'un seul homme, Tebboune. Fini les théories farfelues qui circulent à tort et à travers. Ah non, ce n'est pas lui, c'est le chef de cabinet. Non, c'est la voisine du chef. Ou alors la femme de ménage. Ou bien Tchengria qui s'est levé du pied gauche parce qu'il n'a pas eu son café. Tout cela est ridicule, purement inventé. Dans le système judiciaire algérien, tout passe par le président. Absolument tout. Aucune décision n'échappe à son contrôle. Qu'on ne se raconte pas d'histoire. Les conseillers changent peut-être de nom ou de visage, mais le scénario reste toujours le même. Les dossiers judiciaires atterrissent sur le bureau de Tebboune et c'est lui seul qui tranche. Une fois la décision prise, la mécanique se met en route. Boudjema décroche son téléphone, contacte le ministre de la Justice Boudjima pour être précis, qui appelle à son tour le président de la juridiction concernée. Dans ce cas précis, celle d'Oran, et les ordres tombent calmement à distance. Voilà comment la justice fonctionne en Algérie, une chaîne verticale verrouillée centralisée. Tebboune rêve d'incarner le juge suprême. Les magistrats exécutent. Aucun ne bouge sans signal. Et le ministre de la Justice lui-même ne fait pas un pas sans instruction directe, explicite et validée par le cabinet présidentiel. Alors pourquoi Christophe Guez n'a-t-il pas été libéré ? La réponse est simple, il sert de levier, une pièce de troc. Reste à savoir contre quoi. Qu'espèrent réellement obtenir les autorités algériennes d'aujourd'hui ? Quelle contrepartie recherchent-elles ? Tebboune nourrit l'illusion qu'en retenant Guez, il pourrait forcer la main des institutions françaises, en particulier judiciaires, pour faire disparaître, enterrer ou neutraliser le dossier Amel DZ. Voilà le calcul, voilà le pari. Si la relation entre Alger et Paris s'est brutalement détériorée cette fois-ci, ce n'est pas par hasard. La cause est bien plus lourde, le pouvoir en place à Alger a mené directement sur le territoire français des opérations troubles clandestines dignes d'un roman d'espionnage. Des manœuvres de barbouze, ni plus ni moins. Amel DZ a été enlevé séquestré et il est passé à un cheveu de la mort. Amadou, lui aussi, a été kidnappé de force dans des circonstances qui pointent clairement vers une implication algérienne. Et puis, il y a mon cas personnel en août 2023. Quelqu'un est venu à moi armé simplement pour me dérober mon téléphone. Une seconde de plus, un faux mouvement et on parlait d'un assassinat. Sans témoin, il aurait tiré. Il n'avait aucune hésitation. Et ce ne sont pas des faits isolés. D'autres attaques ont été étouffées, soigneusement tues. Ajoutez à cela des opérations d'espionnage en plein cœur de l'appareil d'État français à Bercy, notamment entamées dès le printemps 2023, bien avant que les affaires ne deviennent publiques, avant que tout n'explose, avant que la vérité commence à remonter à la surface, avant que le printemps 2025 n'arrive et que les premières interpellations ne viennent briser le silence. C'était presque une foire permanente du renseignement clandestin. Un véritable bal masqué de l'espionnage. Au cœur de ce dispositif, un agent franco-algérien employé au ministère de l'économie à Bercy, qui aurait été rémunéré, manipulé, instrumentalisé, ou du moins, c'est ce que l'enquête cherche encore à établir. Lui affirme avoir agi sous la contrainte, victime d'un chantage. La justice tranche lentement, l'instruction continue. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cet homme a servi à collecter des informations sur des opposants et des figures algériennes vivant en France en siphonnant illégalement des données issues d'un organisme public, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce qui s'est produit dépasse le simple malaise diplomatique. Ce sont des faits d'une gravité extrême. Car le régime qui crie à tout bout de champ qu'il combat l'ingérence étrangère et qu'il défend la souveraineté nationale s'est autorisé sur le sol français exactement l'inverse. Qu'a-t-on vu ?
Des opérations d'espionnage, des agressions ciblées, des enlèvements, des tentatives d'élimination physique, des violences passées sous silence. Tout cela mené loin des frontières algériennes, mais bien au cœur d'un pays censé être un partenaire. Entre 2021 et 2024, la France s'est progressivement transformée en terrain librement exploité par tout un écosystème gravitant autour du pouvoir algérien. Services officieux, agents de l'ombre, réseaux d'influence et même des bandes de voyous recrutés pour faire le sale boulot, tout ce petit monde opérait tranquillement au service direct du régime. Puis il y a eu l'épisode des influenceurs, ces fameuses figures des réseaux sociaux utilisées comme relais dociles. Et payer, cela ne fait aucun doute. Des rendez-vous discrets se tenaient dans des brasseries, des restaurants, loin des caméras. Certaines personnalités très impliquées dans la campagne de réélection de Tebboune pour un second mandat ont joué les chefs d'orchestre. Elles ont formé, guidé, embrigadé des influenceurs, surtout sur TikTok, pour appeler ouvertement à la violence, passage à tabac, agression, voire appel au meurtre contre des opposants algériens en France. Même des responsables politiques français ont été pris pour cible, menacés de mort par ces relais numériques basés sur le territoire français. Et derrière ce chaos soigneusement organisé, un fil conducteur des lobbyistes rétribués directement connectés à Alger, recevant leurs consignes sans détour. Le nœud du problème, il est là à Alger, le pouvoir a choisi l'agressivité comme mode de gouvernance. Cela ne signifie pas que la France serait irréprochable, loin de là. Les responsables politiques français, la droite, l'extrême droite Emmanuel Macron, lui-même tout ce monde peut et doit être critiqué. Mais ne détournons pas le regard, la responsabilité principale est ailleurs. Il y a eu une volonté, une intention claire. Je dis bien une volonté parce que dans l'affaire MDZ, comme dans les opérations d'espionnage révélées, on retrouve des officiers issus directement des services secrets algériens. Ce n'est pas une rumeur, ce ne sont pas des fantasmes. Et ce que je vais dire peut déranger, choquer même, mais je le dis en toute conscience et je l'assume pleinement. Aujourd'hui, après le verdict rendu dans l'affaire Christophe Glaise, il n'est plus possible de faire semblant. La stratégie de Tebboune est limpide, tenter un échange. Christophe Glaise contre la pièce maîtresse du dossier MDZ incarcéré en France depuis le 11 avril 2025. Cet homme, c'est un agent en poste au consulat d'Algérie à Créteil, connu sous les initiales SMR. Son vrai nom, Ismail Rajab, ancien militaire relevant de la sécurité militaire, ensuite intégré à la direction de la documentation extérieure, il a été dépêché en France et y a opéré entre 2023 et 2024. Officiellement, il travaillait au service chargé d'enquêter et de contrôler les demandes de visa pour l'Algérie au sein même du consulat de Créteil. Officieusement, son rôle semble avoir largement dépassé ce cadre. Cet homme n'est pas un cas isolé. Il fait partie d'un trio d'agents relevant directement des services secrets algériens, tous mêlés à une opération criminelle lourde, enlèvement, tentative de séquestration et connexion avec une entreprise à caractère terroriste. Les faits sont datés, MDZ a été enlevé le 29 avril 2024. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux. Dans le prolongement de cette affaire, un mandat d'arrêt international a été déclenché fin juin puis confirmé courant, juillet 2025, visant Salah Eddine Selloum, un personnage clé numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en France, ancien premier secrétaire de l'ambassadeur. Et ce n'est pas terminé. Un troisième nom figure sur la liste des recherchés Oussam Eddine Bouaziz, ex-vice-consul du consulat algérien à Créteil. Un mandat international le concernant est imminent, voire déjà acté, même si Paris reste discret sur ce point. Les trois hommes sont directement liés à l'enlèvement de MDZ. Les éléments s'accumulent, témoignages concordants, preuves techniques, données téléphoniques. Leurs appareils ont borné à proximité immédiate du domicile de la victime, le jour même du rapt, avec une précision qui ne laisse aucune place au doute. 7 exécutants ont été interpellés des membres du réseau criminel chargé de l'opération. Ils ont parlé. Ils ont reconnu avoir été payés. L'ordre lui serait venu d'un agent travaillant au sein de l'ambassade d'Algérie à Paris pour une somme dépassant les 600 €. De l'argent liquide a été saisi chez les ravisseurs. Les enquêteurs ont retracé les flux financiers retraits, en espèces échange de messages, enchaînement d'indices précis et vérifiables. Un dossier solidement charpenté.
Côté français, l'enquête n'a pas été menée à la légère. Les équipes de la brigade criminelle, les unités antiterroristes et la DGSI ont travaillé de concert méthodiquement. Le 11 avril, lorsque Smail a été interpellé, il a immédiatement été incarcéré aux côtés de 2 ressortissants franco-algériens. D'après les éléments connus, il s'agirait de membres de sa famille, utilisés en partie comme intermédiaires logistiques dans l'organisation de l'enlèvement et de la rétention de MDZ. La réaction officielle d'Alger ne s'est pas fait attendre. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a aussitôt été publié, un texte explosif. On y évoquait un coup dur pour les relations entre les 2 pays, un complot, une dérive inadmissible. Le ton était sans détour, l'Algérie ne laisserait pas passer cela sans riposte. Le chef de la diplomatie algérienne est monté en première ligne, qualifiant les éléments avancés par la justice française de raisonnement pourris de l'intérieur. MDZ, de son côté, a été dépeint comme un marginal, un délinquant sans crédibilité. Selon la version officielle d'Alger, il n'existerait aucune preuve solide contre l'agent du consulat de Créteil, simplement un téléphone ayant capté un signal à proximité du domicile de celui qu'il qualifie d'énergumène. La riposte d'Alger a été d'une brutalité verbale rare. Dès le départ, les autorités algériennes ont refusé de reconnaître la moindre crédibilité à l'enquête conduite par le parquet national antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris. Zéro légitimité selon elle. Et pourtant, côté français, la machine judiciaire a poursuivi son chemin. Des magistrats ont officiellement convoqué plusieurs cadres des services de renseignement algériens afin qu'ils s'expliquent, qu'ils répondent aux questions, que leur degré d'implication dans l'affaire MDZ soit éclairci. En face, le néant. Silence total. Ni réponse officielle, ni coopération, ni même un soupçon de réaction. Le mutisme absolu. Puis il y a eu cette déclaration, souvenez-vous. Le 12 avril 2025, le ministre algérien des Affaires étrangères assurait que le dossier était rejeté aussi bien sur la forme que sur le fond et promettait que cette affaire ne resterait pas sans suite, une promesse tenue à sa manière. Car coïncidence troublante ou calcul assumé à peine quelques semaines plus tard, fin mai 2024, Christophe Glaise était interpellé tout juste après l'échec de l'opération visant MDZ fin avril 2024. Résultat, placement sous contrôle judiciaire, passeport confisqué, impossibilité de quitter le territoire. Le message était clair, très clair. Fin juin 2025, le calendrier parle de lui-même, au moment précis où la justice française s'apprêtait à dégainer un mandat d'arrêt international contre Salah Eddine Selloum, au moment exact où ce mécanisme judiciaire se mettait en marche, Alger, de son côté, passait à l'acte. Christophe Glaise était placé derrière les barreaux. Impossible de ne pas voir le lien. La coïncidence est trop parfaite, trop parlante. Le parallélisme est flagrant, presque pédagogique. En réalité, dès les premiers instants, Christophe Glaise figurait dans le viseur. Les autorités algériennes cherchaient à le mettre hors jeu. Pourquoi cela a déjà été expliqué? Parce qu'il fouillait un dossier hautement sensible, celui d'Albert Bouzy, et parce qu'il entretenait des contacts avec le MAC. Ces éléments sont avérés. Mais s'il était réellement la cible, une question demeure, pourquoi ne pas l'avoir incarcéré immédiatement? Pourquoi attendre? Parce que le timing, précisément, faisait partie de la stratégie. S'il n'a pas été envoyé derrière les barreaux dès mai 2024, ce n'est pas par oubli ni par clémence. C'était un choix calculé. Les autorités ont préféré le garder à portée de main en réserve, le temps d'observer comment allait tourner le dossier MDZ et le bras de fer diplomatique entre Paris et Alger. Mais la partie a mal tourné pour le régime Tebboune. Les événements se sont enchaînés à contresens, mis en examen officiel de membres des services de renseignement algériens, fait inédit déclenchement d'un mandat d'arrêt international contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France et convocation envoyée jusqu'au sommet de la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Là, le décor a changé. Et ce n'est pas terminé. Le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil reste introuvable toujours dans le viseur, lui aussi promis, à une procédure internationale. Le bras de fer s'est durci à une vitesse fulgurante, clairement au détriment du pouvoir en place. Alors oui, Abdid devra répondre Zamdiniz aussi. Quant à Smail Air et Salah, ne nous trompons pas, ce ne sont que des pions sur l'échiquier.
La vraie question demeure intacte et c'est elle que l'enquête centrale cherche à trancher qui a donné l'ordre d'enlever MDZ. Ce qui inquiète réellement Tebboune, ce n'est pas le bruit médiatique, c'est l'enquête elle-même, celle du parquet national antiterroriste. Parce qu'au bout de ce fil, il pourrait bien apparaître en pleine lumière. Au moment des faits, rappelons-le, la direction de la documentation et de la sécurité extérieure était dirigée par Memjbar Jabbar pour certains. C'est lui qui tenait les rênes. Les agents en poste au consulat de Créteil, comme ceux affectés à l'ambassade d'Algérie à Paris, relevaient directement de son autorité. Rien ne se faisait sans passer par ce sommet. Alors posons la vraie question. Cet homme, affaibli par l'âge et la maladie, aurait-il pu, seul dans son coin, concevoir l'enlèvement, la séquestration, voire l'élimination de Z, sans en référer à personne, sans feu vert? Sérieusement, vous imaginez un responsable vieillissant, gravement malade, prendre l'initiative de déclencher une opération criminelle sur le sol français, sans couverture, sans validation politique, allons. Derrière lui, il y avait forcément plus haut. Des avals, des accords silencieux. Personne n'est dupe. Il finira par être entendu. C'est inévitable. En attendant, le pouvoir Tebboune a choisi la stratégie de la tension maximale en mettant la pression sur Paris. Le bras de fer est assumé, revendiqué. À Alger, certains s'imaginent encore que le président français pourrait tirer quelques ficelles discrètes, souffler à la justice antiterroriste de lever le pied, d'étouffer le dossier MDZ ou au minimum d'en diluer les responsabilités pesant sur les autorités algériennes. Mais cette vision relève du fantasme. Emmanuel Macron n'est pas le chef d'orchestre des tribunaux. D'ailleurs, une fois son mandat terminé en 2027, rien ne garantit qu'il ne se retrouvera pas, lui aussi, face aux juges comme ce fut le cas pour Nicolas Sarkozy passé par la case prison. En France, les magistrats ne reçoivent pas d'ordre présidentiel. Certes, il arrive que des pressions politiques existent dans certains dossiers sensibles. Mais ici, soyons sérieux, Macron pourrait-il réellement dire aux magistrats antiterroristes « Stoppez l'enquête MDZ ». La réponse est évidente. Cela reviendrait à imaginer Emmanuel Macron prenant la parole devant des magistrats français pour leur dire tranquillement « Un État étranger a envoyé des agents clandestins engager des voyous et des criminels, les a financés afin de mener une opération violente sur notre territoire, et vous fermez les yeux. » Sérieusement, à ce niveau-là, ce n'est plus la France. Ce serait une caricature d'État effondré sans colonne vertébrale digne d'un régime où la loi n'existe plus. Aucun juge en France n'acceptera un tel marchandage. Personne ne sacrifiera le droit, ni ne piétinera la justice pour un arrangement politique. Ici, on parle de sécurité nationale. Et ce mot-là n'est pas négociable. C'est exactement comme si demain, un pays étranger, le Maroc ou n'importe lequel, décidait d'orchestrer une opération armée pour éliminer quelqu'un en Algérie. Vous croyez vraiment que l'État algérien resterait silencieux, qu'il détournerait le regard? Bien sûr que non. Ce serait une atteinte frontale à la souveraineté nationale. Voilà la réalité. Et c'est précisément ce que Tebboune refuse de comprendre. Macron n'a aucun levier pour le sauver. Il aurait fallu y penser plus tôt avant de lancer une opération contre MDZ. Il faut appeler les choses par leur nom. On parle ici d'une opération judiciaire, pas d'un règlement de compte improvisé. En France, on n'enferme pas quelqu'un au hasard. Sans éléments solides, sans dossier étayé, aucun magistrat ne signe une incarcération. Je le dis sans détour, les juges français sont d'un grand professionnalisme. J'en ai moi-même fait l'expérience. Et qu'on arrête cette fable, MDZ n'a jamais été privilégié par les autorités françaises. Il n'a bénéficié d'aucun bouclier particulier malgré ce que prétend le discours officiel algérien qui tente de le faire passer pour un pantin manipulé par des réseaux d'influence parisiens. D'ailleurs, une question simple mérite d'être posée. Si MDZ était réellement protégé par des lobbies français, pourquoi ce récit n'était-il pas brandi lors de son arrestation en juillet 2020 ? Souvenez-vous, le 7 juillet 2020, MDZ est interpellé. Il reste longtemps placé sous contrôle judiciaire. Et pendant ce temps-là, l'Algérie active des mandats d'arrêt internationaux à son encontre. Où étaient les fameux lobbies à ce moment précis ? Pendant longtemps, Alger a insisté, presque martelé, pour que Paris agisse. Les autorités algériennes ont exercé une pression constante afin que les institutions françaises interpellent, neutralisent et jugent Maître D. Zeaïd ou MDZ. Et la France a joué le jeu.
l'appareil judiciaire français a exigé noir sur blanc l'ensemble des éléments à charge, copie intégrale des dossiers preuves matérielles, décision judiciaire, démonstration circonstanciée de culpabilité. Tout ce qui justifierait les condamnations prononcées en Algérie et les demandes répétées d'extradition a été officiellement réclamé. Rien n'a été pris pour argent comptant, mais ce dossier n'a pas été expédié à la va-vite, loin de là. La procédure s'est étirée sur la durée. Pendant près de 2 ans, de 2020 à l'automne 2022, MDZ est resté sous contrôle judiciaire. La Cour d'appel de Paris a décortiqué chaque pièce transmise par Alger, chaque document, chaque argument juridique. Et à la fin du mois de septembre 2022, autour du 26 de mémoire, après un examen approfondi, la juridiction parisienne a tranché, le temps long de la justice avait parlé, le verdict est tombé publiquement sans détour. Le 21 septembre 2022, 2 longues années après l'interpellation de MDZ, la Cour d'appel de Paris, a mis un point final au feuilleton. Toutes les requêtes d'extradition ont été balayées. Motif simple et implacable, le dossier était vide. On l'a présenté comme un terroriste, très bien. Mais où sont les éléments concrets? Nulle part. Aucune pièce crédible, aucun fait établi. On a aussi parlé de chantage. Là encore, même question, même réponse, montrez les preuves. Il n'y en a pas. Puis on a évoqué des infractions, un profil criminel, une dangerosité supposée. Des mots, encore des mots. Jamais le moindre fondement tangible. Alors au final, qu'est-ce qu'il contient vraiment ce fameux dossier MDZ? Il est temps de le dire clairement, notamment aux Algériens. Le problème, c'est que trop peu de médias prennent le temps d'expliquer le fond des affaires. On préfère le bruit aux faits. Alors concrètement, que contient le fameux dossier MLDZ? On y trouve une accusation centrale, le terrorisme. Très bien. Mais quand on cherche les fondations, que reste-t-il? Essentiellement des aveux, ceux de 2 détenus mis en avant par les autorités algériennes, parmi eux un certain Hassan Zourkana, présenté comme une figure djihadiste sous le nom d'Abou Dahda, le fameux Dahdou. On l'a vu parler lors de procès, puis revenir régulièrement à l'écran sur les plateaux de l'ENTV pour raconter attentats, complots et récits spectaculaires soigneusement mis en scène. À l'entendre, tout est clair, simple, déjà jugé. Nous sommes des terroristes, nous étions liés à des opposants, nous voulions éliminer des responsables, tuer des Algériens. Et de cette parole unique est née une construction médiatique entière au point d'engendrer un courant idéologique estampillé le dadisme. Chaque fois que l'opinion publique doit être orientée, confuse ou effrayée, la propagande ressort la même recette des criminels filmés face caméra, livrant des confessions théâtrales censées servir de vérité supérieure. Peu importe le fond, pourvu que le récit frappe. Un autre profil a également été mis en avant, un individu nommé Ahmed Mansouri. Lui aussi s'est prêté à l'exercice du témoignage spectaculaire. Dans ses déclarations, il affirmait que MDZ, aux côtés de Rached, aurait participé à des actions violentes destinées à déstabiliser le pays, à provoquer le chaos et à plonger la société dans le désordre. Le verdict était déjà prononcé dans les mots. Sauf qu'entre parole et fait, il y a un gouffre. Aucune pièce matérielle. Aucun élément vérifiable. Or, il faut rappeler une chose simple, une confession à elle seule n'a jamais constitué une preuve. Poussons la logique jusqu'au bout. Si demain je déclare calmement « Tebboune est un terroriste, il m'a appelé personnellement pour me demander d'organiser un attentat en France », que se passerait-il? Sur la seule base de mon récit, la justice française déclencherait un mandat d'arrêt international. Évidemment que non. Un témoignage reste un témoignage. La justice ne se rend pas à coup d'affirmation. Sans fait, sans recoupement, sans preuve tangible, cela ne tient pas. Et cela n'a jamais tenu. Alors qu'y a-t-il concrètement dans ce dossier? Des éléments matériels, des flux financiers identifiables, des contacts établis, des rendez-vous avérés, des preuves croisées. Rien, absolument rien. Le dossier est creux, vide de substance. C'est précisément pour cette raison que la justice française n'a jamais joué les boucliers pour MDZ. Elle a simplement fait ce qu'on attend d'elle, travailler, vérifier, recouper. 2 années d'enquête sérieuse plus tard, la conclusion est tombée d'elle-même, aucune preuve exploitable. Et rappelons qui est réellement MDZ. Un simple créateur de contenu. Un blogueur, un youtubeur sans réseau, sans fortune, sans protection.
Un homme précaire isolé, et pourtant l'acharnement continue. Pourquoi? Parce qu'au sommet de l'État algérien, il y a un homme, Abdelmadjid Tebboune, qui veut sa tête. Rien de plus, rien de moins. Dans son esprit, le scénario idéal serait un troc Christophe Glaise contre Ismaïl R. Avec en arrière-plan l'espoir que la justice française desserre l'étau, ralentisse, allège, voire enterre définitivement l'affaire MDZ. Un rêve, un calcul, une illusion. Voilà l'illusion à laquelle s'accroche Tebboune, un mirage. Et je peux lui dire dès maintenant qu'il s'y prépare, ce scénario n'aboutira jamais. Jamais. La France peut-être peut détourner le regard sur des affaires secondaires, des agressions isolées, des campagnes de diffamation, un téléphone arraché dans la rue. Peut-être. Mais là, on parle d'autre chose, d'un enlèvement monté en réseau de criminels recrutés d'argent liquide, distribué d'agents d'un service de renseignement étranger, impliqué d'une opération pensée et exécutée sur le territoire français. Et ça, ce n'est pas un détail, ce n'est pas négociable, c'est d'une gravité extrême, d'une gravité absolue. Ce que Tebboune refuse encore d'admettre, c'est une évidence pourtant imparable, le pouvoir a une date de péremption. Toujours. Même si aucun tribunal ne prononce jamais son nom, il existe un juge que personne n'évite. L'histoire. Et ce tribunal-là ne rend pas ses verdicts dans l'instant, mais il n'oublie rien. Ben Barka en est la preuve. Hassan II aussi. Ils n'ont peut-être pas tous comparu devant une cour pénale, mais leurs actes ont été jugés disséqués et condamnés par le temps. Tous ceux qui ont fait tirer sur leurs opposants, tous ceux qui ont tenté de les faire taire à jamais, ont fini par être rattrapés par les faits, toujours. Car on ne fait pas disparaître une vérité à coup de silence. Les absents pèsent plus lourd que les vivants. Les ombres des victimes suivent leurs bourreaux partout. Quand un dirigeant en arrive à vouloir supprimer un adversaire, c'est qu'il a déjà franchi une ligne dangereuse. Et à partir de là, il y a une facture à régler. Tôt ou tard, la justice frappe. Si ce n'est pas celle des hommes, ce sera celle de l'histoire. Elle finit toujours par tomber. Finit